Regarde. Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous nous devons également de vous mettre en garde car elle peut contenir quelques spoilers et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire somme toute. Bon visionnage. Tu as tellement de nouvelles jouissances à découvrir avec moi. Bienvenue à la boucherie du culte. Moi c'est Ginette, cocktail, votre bouchère que j'espère préféré, qui achète pour vous du culte et du bien horrifique et pas que. Alors là, pour une fois, on est bien dans le culte, mais bien. Ouais, parce que c'est nos bites. Oui, faut pas le dire vite. C'est les méchants, hein. Enfin les méchants. Les méchants du film. Ça veut dire moine vivant en communauté. On est en plein là-dedans. Pour le coup, eh ben je serai votre moinesse. Si, ça se dit. C'est vieilli. Comme moi. Et pour la communauté? Ah bah non, pas toi. Oh non. Oh, allez, c'est l'heure de la messe, mes petits êtres impurs et viciés. Amen. Et générique. Et je vais enlever mes lentilles là parce que je chmouille comme c'est pas permis. Et c'est ma truc. Générique. Ah, Jackie. Tcha. Oui, les gouttes pour vos yeux, non? Dab. Ah ben les vols. Oh, la conclusion. J'aurais bien tenté une petite prière messe en latin. Mais moi, le latin, à part pipitum, cacatum, dantoncum, c'est assez limité. En plus, avec ce film, c'est un peu plus mortum, sodomitum. Oui, on va hacher du infernal, SM, bien gore. Aujourd'hui sur mon étal, bien crade, je vous propose Hellraiser. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oh bah je sais, les lentilles. Oh, c'était pas... T'as vu comme je chmouillais? D'ailleurs, je coule encore un peu du groin, là. C'est sympa, oh, c'était inoubliable. En plus, on voit pas tellement la différence. Comment? Le look de Pinhead. Tu sais qu'il fallait 6 heures de maquillage pour maquiller la bête, là, le truc à clous? Si, 6 heures. Navré. Ça, c'est un peu moins, quand même, hein. Ouh là là. Bah non, hein, c'est juste Ginette. En mode sombre. Clic. Autre petite précision. On l'a dit, cette vidéo s'adresse à un public averti. Mais faut pas abuser, faut pas pousser le clou. Donc, vu la nature très gore du film, je vais pas pouvoir vous en montrer grand-chose. Faudra un petit peu avoir de l'imagination sur ce coup-là. Oh! Mais rassurez-vous, il y a à en dire. Puis alors pour une fois que je fais de l'horreur pure et dure, sans humour. Enfin moi si l'humour, mais le film non, rien que dalle. Faut pas se plaindre. Chut. Ah bonjour l'équipe technique, oh, ça hache bien. Oh bah ce sujet-là, je suis curieuse de savoir ton avis sur le film. Mais après, je sais jamais dans quel sens c'est ce truc. Ah c'est, voilà, après. Et la petite voix. Est-ce qu'elle est là, la petite voix? On nous a changé la sonnerie? Allô? Oh, c'est toi! Ah ouais, oh non, c'est très bien. Oui, ça va bien. J'ai arrêté de chmouiller. Et toi? Est-ce que ça latexe bien? Ah, bah oui, humour, clown, drôle. Fais ce qu'on peut. Ouais, tu pourras nous, direct, je sais, nous faire la présentation de la tripaille, s'il te plaît. Puis aussi présenter le réalisateur, le scénariste, le machin, on va dire, oui, tu serais gentil, merveilleux. Attends, je mets le haut-parleur. On va dire que c'est bon? Non, là, c'est bon. Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on hache Hellraiser, le pacte, en français lors de sa sortie au cinéma, et qui par la suite est devenu Hellraiser, le pacte.
C'est un film anglais sorti en 1987. Clive Barker en est le réalisateur, le scénariste ainsi que l'auteur du roman court dont est issu le film. Il signe là son premier long métrage en tant que réalisateur. Stephen King lui fera un beau compliment en disant qu'il avait vu le futur de l'horreur et que son nom était Clive Barker. Il est également connu pour avoir créé Candyman. Oh, son nom n'est pas très connu. Hein, c'est dommage. Enfin, moi, je le connais bien depuis mon adolescence. N'empêche, il n'est pas très mainstream. Alors, certains diront qu'est-ce que c'est bien dommage. Alors, déjà, je ne suis pas sûr que le Clive, il a envie d'être mainstream parce que c'est plus un artiste. Vous voyez, il a envie de montrer ce qu'il a dans la tête. Et puis, il court pas après le pognon, j'ai l'impression. Il n'y a rien de mal à courir après le pognon. Hein, j'ai pas très bon. Je m'en remets à votre discrétion. Pitié. Clive Barker avoue qu'il n'y connaissait rien à la réalisation. Et il a été, selon son propre aveu, grandement aidé par Robin Vigdan, le directeur de la photographie. Une micro-anecdote. Merci. Veut que Clive Barker, comme il faisait rien à la réalisation, il a voulu emprunter 2 livres à la bibliothèque avant le tournage pour apprendre à la réalisation. Malheureusement, les 2 livres étaient empruntés. Oh. Il avoue qu'il n'y connaissait vraiment rien à la réalisation. Il ne faisait pas la différence entre un objectif de 10 mm et un objectif de 35 mm. Il a même dit que si vous lui montriez à l'époque un bol de spaghettis puis vous lui disiez que c'était un objectif, il vous aurait cru. Oh, qu'est-ce qu'il est nul. Ah, oui, d'accord, j'ai confondu une mini enceinte avec un micro la dernière... Bon. Là, on enchaîne avec le synopsis. Sans spoiler, si tu arrives. L'histoire suit un couple qui emménage dans une maison où des événements étranges et inquiétants commencent à se produire. Une mystérieuse boîte puzzle, au cœur du récit, ouvre la porte à une dimension infernale, habitée par les Cénobites, des entités à la fois fascinantes et monstrueuses. Alors que des secrets troublants sont révélés, les personnages sont confrontés à des choix dangereux et à des forces au-delà de leur compréhension. Le film mêle horreur psychologique et surnaturelle dans une atmosphère sombre et oppressante. Ok. Oui, alors c'est sans spoiler. Petite précision. Il y a 3 personnages importants dans le récit. Il y a le père, Larry, la belle-mère, Julia, et il y a la fille. Faut le prononcer Kirsty. Pas Kirsty, Kirsty. Il y a encore un autre personnage qui est important, mais chut, ce serait divulgaché. L'univers. Oui, pour une fois, on va causer de l'univers qui entoure le film. Ah, c'est pas utile, mais c'est intéressant. Attention, je vais rester sur ce film et pas les 9 suites ou le remake. C'est un conte de fées. Si, avec la méchante belle-mère, très Blanche-Neige, très tordu le conte. Une fois qu'on a pris ça en tête, on comprend un petit peu mieux les choix qui ont été faits pour adapter le truc, l'œuvre, le livre. Ah oui, dans celui-là, les Cénobites, les grosses... les créatures sont à la recherche de plaisir, quasiment uniquement. Enfin, ils le recherchent d'une façon très particulière, on est bien d'accord. C'est des hédonistes. Non, je sais pas ce que ça veut dire. La boîte de Le Marchand. Cette chose donc. Dans le livre, c'est très difficile à ouvrir. C'est censé ouvrir les portes de l'enfer en quelque sorte. On va y revenir. C'est censé être très dur à ouvrir. Dans le film, pas du tout. C'est un petit peu logique. Elle a différentes configurations. La fermée, c'est censé être la configuration de la lamentation. Si j'ai bien compris. Alors dans les suites et le remake, ils introduisent plein de termes différents pour expliquer les différentes positions. Là, c'est juste, c'est lamenter. C'est lamente. Comme moi avec les lentilles.
Le grand-père de Clive Barker était cuisinier dans la marine et il aimait ramener à son petit-fils d'Extrême-Orient des casse-têtes. Clive Barker avoue n'en avoir résolu aucun, mais cela lui a donné l'idée que résoudre le mystère d'un de ces casse-têtes pourrait ouvrir les portes des enfers. Oui, pluriel, les enfers, il y en a plusieurs, mais chut. Et à résoudre c'était pas très français ce que t'as dit? Non, on fait ce qu'on peut. Oh non, j'ai rien à dire. Il existe également une légende urbaine, The Devil's Toy Box, qui concerne un cube à 6 côtés, construit avec des miroirs tournés vers l'intérieur. Selon la légende, les individus qui entrent dans la structure et la ferment pourraient avoir des visions et même devenir fous. Il y a des attractions qui imitent le système. La notion. Pareil que les gens y tiennent que quelques minutes. À mon avis, rien de surnaturel, je pense. Alors je peux vous le dire, déjà, voir son reflet à l'infini dans des miroirs, j'ai un petit peu cet effet-là avec le montage. Je ne deviens pas ma boule, rechute. Je pense qu'à mon avis, c'est plus du côté du mal de mer, de vertige. Vous savez, ça se contrôle pas. Alors ce symbole, c'est un dragon. Alors c'est censé celui qui regarde la boîte, qui veille dessus et qui la passe d'un acheteur à un autre, je crois. Alors ça, c'est que mon interprétation. Clive Barker aime bien laisser des choses volontairement floues. Attention, je précise des éléments mineurs du scénario, pas des gros trucs énormes qui sont faits exprès pour vous foutre dedans flou. Non, juste, ça c'est sympa, parce que le mystère, ça crée de la fascination. Et la fascination, ça intrigue, et l'intrigue, ça... Oh, vous avez compris. Au cours d'une interview, Doug Bradley, l'interprète du chef des Cénobites, a décrit l'enfer comme une prison. Pinhead en est le gardien, et la boîte de le marchand est la clé de la cellule. Les démons sont les détenus. Le film est religieux, mais il est subtilement. Par exemple, au début du film, on refourgue au rebut des icônes religieuses. Ça, c'est pour dire que la maison devient vulnérable aux enfers. C'est subtil. Alors j'aimerais bien m'attribuer le mérite de cette découverte, mais non, c'est le commentaire audio de Clive Barker. J'avais rien vu les premiers visionnages de ça. J'aime beaucoup, à propos de ce commentaire, Clive Barker qui dit que le film appartient presque plus à l'acteur qui interprète Pinhead et surtout aux fans. Cela dit, Clive Barker, il déteste le nom Pinhead, vraiment. Alors ça, c'est un nom qui a été donné par les fans. Oui, parce qu'au début, c'est juste Lead Sinobat. C'est le chef, simplement. Il est juste crédité comme ça. Je crois que dans le 2, il est crédité en tant que Pinhead, mais on le dit jamais. C'est à partir du 3 qu'on va prononcer son nom de Pinhead. Tête de clou. Ça a été trouvé par les fans, et puis depuis c'est resté, que voulez-vous. C'est vrai que c'est pas très digne du personnage. C'est Hell Priest. Ça lui va mieux. Dans le roman original, Butterball était le leader des Cénobites. Il était bien plus bavard, et Pinhead était son subordonné. Ah, subtile transition. Mais vu que c'est une... Adaptation. Mais vu que c'est une... Adaptation. Merci. Oui, j'ai lu la nouvelle, enfin le roman court, et j'ai bien aimé. C'est sympa. Eh bien, c'est... Non, vraiment, j'ai apprécié la chose. Alors pour une fois, on va pouvoir vraiment critiquer l'adaptation. Eh ben oui, c'est la même personne qui a écrit le truc et qui a réalisé la chose, et qui en plus a écrit le scénario. Donc on peut y aller. Avant que le film ne se fasse, Clive Barker avait été très déçu d'autres adaptations de ses livres, comme avec le film Rawhead Rex, le monstre de la lande en 86 et Transmutation en 85. Il s'était dit que si Hellraiser ne se faisait pas, il laisserait tomber l'idée de percer dans le cinéma et se contenterait de créer des histoires pouvant être adaptées pour le cinéma. Heureusement pour lui, New World Pictures a accepté immédiatement d'investir dans le film. C'était les premiers qu'il a été voir avec un scénario, j'imagine une ébauche, et quelques croquis, dessins. Enfin, je dis ça, quelques dessins. C'est beau ce qu'il fait. Le fondateur de New World, c'est Roger Corman. Si, encore lui, on en a déjà parlé, c'est lui qui se vantait
a raison d'avoir produit, réalisé, enfin créé une centaine de films pour Hollywood sans avoir perdu un centime. Ouh! Le seul petit souci, c'est qu'il est réputé pour faire du cheap. Ah si, il racle sur les coups. Heureusement pour nous, il n'est pas producteur. Non, c'est Christopher Figg qui l'est, et qui va l'être aussi pour nombre d'autres Hellraiser. Et le film va se faire en Angleterre. Ce qui veut dire que c'est un film anglais. Si, c'est pas si souvent, même s'ils font beaucoup d'efforts pour nous faire oublier la chose. Le changement. Le début est beaucoup plus intrigant, mystérieux dans le film. On nous explique moins les motivations du personnage. Enfin, si on va nous les expliquer, mais par la suite. Ça monologue, pas mal dans la tête, le livre. Ah, tu vois, la 3e fois je l'ai fait, réussir. Ça monologue, pas mal dans le... C'est dur à dire. C'est surtout très moche. Kirsty devient la fille de Larry. Ça, c'est plutôt une bonne idée, parce que dans le livre, elle est juste une amie proche de la famille. Et elle a des vues sur Rory, qui va devenir Larry, son père, bon bref, on s'en fout. Elle a juste des vues sur lui, et ça la protège. Pourquoi? Parce qu'elle respecte les institutions du mariage. Elle va rien tenter parce que c'est un homme marié. Heureusement, ils ont viré ça dans le film. Bon, là, j'extrapole un petit peu. Par contre, ce que je n'extrapole pas du tout, c'est le côté incestueux de la chose. Viens voir, papa. Oh, Viens voir papa. Viens voir papa. Mon cœur est à papa, Juno, le propriétaire. Ah bah Marilyn Monroe quand même. Mon cœur est à papa. Après, la Kirsty, elle est censée être peu séduisante dans le livre. Ouh là là, il y a eu de l'upgrade. L'actrice est sublime. Dans le remake de 2022, enfin le remake, le reboot, on va appeler ça un reboot. Oh bah ils ont tout changé pratiquement, enfin ils ont fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi on fait pas ça à chaque fois d'ailleurs? C'est on reprend les éléments, ça et là, ce qui est sympa, un petit peu de mythologie, un truc, mais on mélange tout et on change tout et c'est tellement plus sympa, tellement plus agréable. Dans le remake, donc, Pinhead, c'est une femme. Alors pas la peine de hurler et de crier « Walk, walk, walk ». C'est pas la peine. Non, parce que dans le livre, c'est pas vraiment clair si c'est un homme ou une femme. Enfin, plutôt un truc masculin ou féminin. C'est pas clair. Je crois juste qu'il y a une référence à ses organes génitaux qui seraient plutôt féminins. Donc pour une fois, c'est pas la peine de hurler, ça joue. Ça les a pas empêchés, hein. Certaines créatures, ne pouvant pas parler dans le film à cause de toutes les prothèses, se sont rendus compte, donc ils ont dû réécrire la chose. L'ingénieur a été rétrogradé, il a été complètement refait. Enfin, le vagabond est une invention du film, il n'est pas dans le livre. Pour une fois, lire le livre avant, comme moi je l'ai fait, c'est pas une si mauvaise idée. Je dirais même que c'est conseillé. Si, j'ai trouvé que l'adaptation était plutôt bonne. L'histoire est simple, mais je la trouve fascinante. On m'a dit, l'équipe technique, t'aurais pu me dire qu'il y avait un poil sur le hachoir? Oui, bon, ça reste dans la thématique du film, c'est vrai. C'est très étonnant de voir un film d'horreur où l'on sait rendre attirant un homme. Enfin, séduisant. On comprend assez bien l'attraction animale et malsaine. Oh, on voit un pénis. Si, un kiki, on voit. Ah, et oui, on voit aussi du nichon. Oui, non, mais ça, c'est la norme dans un film d'horreur. J'ai dit que Clive Barker était homosexuel. Si, ça se sent. Alors attention, rien de queer ou de gay dans le film. C'est juste une certaine sensibilité. Il y a beaucoup de plans et des répliques qui sont, on va dire, de prédiction. C'est du foreshadowing en anglais. Allez, le casting. Un film par acteur et actrice, comme d'habitude. Ah, d'habitude, tu te lèves à être mal musculeux. Cast. Claire
Bar Higgins est un grand nom du théâtre et de la télévision anglaise. On peut la voir dans Hellraiser 2 en 88. Elle déteste les films d'horreur. La seule fois où elle a vu ce film à l'avant-première, elle a dû se tirer après 10 minutes. Elle a pas tenu. Elle l'a jamais vu en entier, et pourtant c'est son film le plus connu. Andrew Robinson, l'inspecteur Harry, en 71. Ah bah je le connaissais bien en fait sans le savoir. Il jouait dans Deep Space Nine. Oui, oh, bah j'ai pas reconnu avec le maquillage, forcément. Ouais, je suis une grande amatrice de Star Trek. Alors, on peut se demander pourquoi l'acteur n'est pas dans la suite. Hellraiser 2, les écorchés. Eh bien, c'est tout simple. Alors déjà, il n'aimait pas le scénario, qu'il jugeait très mauvais. Bon, ça, à la limite, il voulait bien passer outre. En revanche, qu'il ne soit pas payé autant que Hellraiser 1, alors que le 2 avait un budget, je crois, 3 fois supérieur, ça passait pas. Ce qu'on peut le comprendre. Alors, son rôle a été beaucoup réduit. Ashley Lawrence, que j'aime beaucoup. Alors je pourrais dire Hellraiser 2 ou 3. Mais non, je vais dire Warlock 3. Rédemption. Oui, j'ai reçu la trilogie pour Noël. Grace Kirby, qui joue un des Cénobites et qui est la cousine de Clive Barker, est surtout connue pour Hellraiser. Oliver Parker. Il va surtout devenir réalisateur et il va réaliser Othello. Avec Kenneth Branagh, vous vous rendez compte? Un Shakespeare avec Kenneth Branagh et il n'a pas réalisé la chose. C'est pas bon quand même. Oh, selon moi, Oliver Parker fait partie des acteurs qui ont été redoublés avec un accent américain. Ah, on en parle maintenant? Non. Après. Oliver Smith va être un des acteurs à incarner la créature réincarnée. Il est également connu pour Hellbound, Hellraiser 2 en 88. Niveau créature réincarnée, il y a un mioche qui joue dans le film, un enfant de 10 ans. Il se traîne par terre. Voilà exactement le genre de rôle que je donnerais à un enfant. Si, on peut pas rajouter des débris de verre, s'il vous plaît. Oh non, du feu peut-être. Doug Bradley, gros morceau, alors on l'a gardé pour la fin. Doug Bradley a joué dans de nombreux Hellraiser, mais pour changer, Pumpkinhead 3, Les Condamnés, en 2006. Il y rejoint Lance Henriksen, qui aurait dû jouer un des rôles principaux dans le premier Hellraiser. Il finira tout de même par jouer dans une des suites, Hellraiser Hellworld, en 2005. Oh, Hellworld. Ouh, il y a même Henry Cavill qui joue dedans. C'est son premier rôle, je crois, ou grand rôle en tout cas. Kuchoko, le meilleur Superman. Je ne dirais qu'une chose, je n'aime pas les muscles. Archivé. Doug Bradley est un ami de lycée de Clive Barker et avait déjà joué sous sa direction dans un court-métrage. Vous savez quoi? Il est venu le temps de la micro-anecdote que tout le monde connaît. Ou presque. Doug Bradley a eu le choix entre jouer un des déménageurs au début du film ou le rôle d'un Cénobite. Il a longtemps hésité. Il faut dire qu'à ce moment-là, du scénario, le lead Cénobite, enfin le pinhead, il avait très peu de lignes de dialogue, voire carrément pas, puis il était masqué. On savait pas tellement à quoi ça allait ressembler, on savait pas si on allait te reconnaître sous le mec, on savait pas, donc on se posait la question. N'empêche, on a rarement vu choix plus éclairé, fait par un acteur. Ce rôle lui a offert une immense carrière. C'est une des figures les plus importantes de l'horreur. Waouh! Le succès de Pinhead n'était pas du tout prévu à la base. Vraiment pas. C'est une somme de choses. Je pense que la première, c'est que les deux autres Cénobites ne pouvaient pas parler à cause des prothèses, ce qui lui a refourgué des lignes de dialogue. Premiers éléments. L'autre élément, c'est la qualité et la façon dont est interprété les personnages perdus. Ça, c'est... Dès que les investisseurs ont vu les rushs et senti le potentiel, ils ont été refilmés une scène avec lui pour lui donner plus de dialogue et d'épaisseur. Et bien vite, l'idée est apparue de le faire apparaître sur l'affiche. Attention, l'acteur Doug Bradley ne joue pas dans les 2 dernières suites.
Il n'est pas dans Hellraiser Revelation en 2011, ni dans Hellraiser Judgment en 2018, ni dans le remake en 2022. Concernant la personnalité du personnage, Clive Barker voulait s'éloigner de la figure qui était le plus importante à ce moment, Freddy Krueger. Si, il voulait pas que le Cinébite il balance des blagues et des vannes. Non, il voulait une certaine élégance, une certaine froideur à la Dracula de Christopher Lee. New World Productions avait prévu de redoubler l'acteur. Si, mais dès qu'ils ont vu les rushs, ils ont laissé tomber l'idée, tellement l'acteur était bon. Et il est enfin venu le moment de parler du doublage. Oui. Doublage. Ouais. Oh bah zut, ça marche pas là. Bah non, on voit pas sa tronche. Elle a la petite voix. Oh. Alors déjà, parlons du redoublage en VO. Si, beaucoup de personnages secondaires ont été redoublés en américain pour faire couleur locale, pour faire croire aux Américains que ça se passait aux États-Unis. Oh, Christy. Thank God you're okay. Let's get the hell out of here, now! Ce qui est un petit peu stupide parce qu'on se rend tout de suite compte que c'est bien l'Angleterre dont il s'agit, surtout si on vit aux États-Unis. On voit bien les... Mais bon, admettons. Nous n'avons bien sûr pas ce souci en Französisch. Bon, les doublages FR. On va aller vite, mais j'avais quand même envie de l'aborder. On va juste dire un personnage, un acteur, un rôle important par doubleur. Patrick Poivet, Bruce Willis, Emmanuel Bandeville, Michel Pfeiffer, Martin Irzensky, Sarah Jessica Parker, Mario Santini, Beetlejuice, Mark Lessard, Joey de Friends. Ouais, bof. Je préfère Xander, enfin Alex dans Buffy contre les vampires. Tous les doubleurs sont bons, pas de soucis. C'est juste la qualité de l'ensemble qui fait un petit peu cheap. Téléfilm, bon, j'exagère un poil. C'est pas catastrophique. N'empêche, il faut le savoir. En VO, les principaux acteurs non redoublés sont très très bons. Alors je préfère l'original. N'empêche, pour le redoublage, c'est spécial. Tournage. Le tout est presque entièrement filmé dans une vraie maison. Alors il a fallu ruser. Évidemment, une seule caméra disponible. Il fallait être par-dessus. N'empêche, c'était délicat. Heureusement, le grenier, c'est un décor. Initialement, le tournage devait durer 7 semaines, mais New World a prolongé de 3 semaines le tournage. Alors ça peut dire 2 choses. Soit, on est très content de ce qu'on a vu, des rushs, c'est sympa, mais il y a le potentiel d'aller plus loin, de rajouter des scènes, de amener encore plus de pépettes, c'est possible. Ou alors, ce qu'on a vu, c'est caca. Très. Alors on doit faire des reshoots, on doit changer des éléments. Je pense qu'à mon avis, c'est le premier cas de figure. Si, ils ont voulu rajouter des scènes, faire un peu plus horreur. En plus, il faut savoir que Clive Barker n'était pas très satisfait des effets spéciaux. C'est un peu perturbant. Alors les effets spéciaux dits biologiques, enfin practical en anglais, ils sont très, très bons, selon moi. À part la créature de l'enfer qui court, là, c'est l'ingénieur, c'est ça. C'est bof. Sinon, tout le reste, waouh. Et dire que cette scène avec l'ingénieur qui court dans le couloir, ils ont mis 3 semaines à la faire. Ah bah les pauvres, quand tu vois le résultat, non mais ça va au début, c'est la fin de la scène où ça se gâte un petit peu, tu vois les roulettes, tu vois les techniciens qui poussent le truc. Sinon, vraiment, le reste, c'est génial, c'est très très impactant. La scène de reconstruction du corps. Oh là 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 là. Oh, elle m'est bien restée en tête, elle me reste encore, elle vous hante cette scène, elle est sublime. Et j'avais pas réalisé que ce film, c'était du body horror. Oh, petite voix de mon cœur, est-ce que tu pourras nous donner la définition de body horror? Ce serait merveilleux, fantastique. Attention,
il va y avoir des termes bien crades qui vont suivre. Mais pas de photo gore. Je suis affiche. Vous êtes prévenus. Le body horror est un sous-genre de l'horreur qui se concentre sur les transformations, mutilations ou altérations grotesques du corps humain. Il exploite les peurs liées à la fragilité, à la mutation et à la perte de contrôle de son propre corps. Les caractéristiques du body horror incluent transformation physique, mutation, déformation ou hybridation, détérioration corporelle, blessures graphiques, décomposition ou infection, possession, parasitisme ou assimilation, fusion organique et du mécanique, souvent utilisé dans le cyberpunk et l'horreur futuriste. Ce genre joue sur l'inconfort et le dégoût tout en exploitant des thèmes profonds comme la peur de la maladie, de la mortalité ou de l'altération de l'identité humaine. On n'est pas à l'aise, n'est-ce pas? Le poids des mots. Bob Keane et Geoff Portas sont responsables des effets spéciaux pratiques. Bob Keane a aussi fait les effets pour Candyman en 92 et ceux de Life Force en 85. Eh bien non, j'ai toujours pas Life Force. Non. Bon, de toute façon, c'est pas prévu parce que j'ai plus de place dans la bibliothèque, là, rien du tout. Mais en revanche, si jamais on m'offre, c'est avec plaisir. Caramel, bonbons et chocolat. Merci peu pour moi, ouais. Tu veux bien les offrir à une autre qui aime... Oui, offre-les à une autre. Moi, je veux du pognon ou des DVD, je préfère. Selon l'équipe responsable, l'essentiel des effets spéciaux était constitué de lubrifiants et de préservatifs. L'équipe a dû activement chercher des préservatifs et du lubrifiant en très grande quantité, ce qui les faisait souvent passer pour des amateurs d'orgies dans les environs. C'est moi ou elle dit ça avec un peu d'envie dans la voix? Oui, oh bah toi, oui, forcément, ça te bouffe-boustine. Oui, je sais, moi la moinesse. Rigide. Ah, en parlant de ça, on n'a pas le droit de boire hein, quand on rentre dans les ordres, en religion. Non, bien sûr. Non, comme ça, je fais un petit peu le point sur mes options. Il y a hélas beaucoup de critiques émises contre la pauvre qualité des effets spéciaux ajoutés au film par Clive Barker, directement animés à la main. Mais le temps et l'argent venaient à manquer. Il dit également avoir consommé beaucoup d'alcool à ce moment, lui et un autre technicien. Alors oui, c'est bof. Ça n'a pas très bien vieilli, mais même à l'époque c'était pas génial. N'empêche, je trouve que ça ajoute... c'est fugace, déjà. Et je trouve que ça ajoute un petit côté conte de fées. Petit côté magique à la fin. Moi, je trouve que ça va, ça passe. La musique. Oh, elle est vraiment, mais alors, vraiment très, très bonne. Comme le dit Clive Barker, Christopher Young crée une musique exceptionnelle et élève le film. Christopher Young crée une musique exceptionnelle pour le film. Et comme le dit Clive Barker, ça enrichit la texture du film. Alors c'est très joli, mais je sais pas ce que ça veut dire. Il y a juste un petit truc que je n'ai pas compris. Coil. Alors Coil, c'est un groupe de musique expérimentale et industrielle anglais, je crois. Coil, donc, avait composé une musique complète pour le film. Je l'ai écouté en entier. C'est sympa. Un peu tripant, mais c'est sympa. Ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment ils ont décidé de virer ça et d'engager un autre compositeur avec un autre style. J'ai pas compris. Apparemment, c'est les studios qui ont préféré un compositeur maison pour une question de droit et de royalties. Ah, bah oui, tout s'explique. Ah, n'empêche que c'est rare de voir une telle musique dans un film d'horreur de cette époque. À l'époque, c'était juste 3 touches sur un synthétiseur. C'est vraiment de l'envergure. C'est vraiment un gros budget, le film. C'est Clive Barker qui a demandé une valse pour la scène de la résurrection. Le Christopher Young, il était fan de films d'horreur et il était tellement fier d'en faire un qu'il avait proposé un truc où il envoyait du lourd et papa et pouf et truc, un truc bien glauque, un truc. Il a dit non. Non, simple, valse.
Je le répète, la musique est vraiment exceptionnelle. Surtout quand on voit le micro-budget. Ouh, ça va être le même compositeur qui va faire le 2. Alors là, il va se lâcher. Ah là, il y a le budget. Hein. Ouh, on va lâcher les instruments, les trucs, ça va devenir symphonique. Ah là là. Oh, vous savez quoi, mes petits démons à la recherche de plaisir? Il est venu le temps. Il est venu le temps. De quoi? De cul de con. De quoi? Il est venu le temps des 2 anecdotes pour plaire dans les soirées avec les hiérophantes. Ce sont des prêtres qui présidaient au mystère d'Élysis dans l'Antiquité grecque. Et oui, j'ai appris ça par cœur. Numéro 1. Luxure, sévice et inceste. Oh, le titre de l'anecdote. Ouh, ça envoie du lourd. Ah ben c'est pour ça la tenue. C'est pour faire un petit peu gothique Lolita. Pour ceux qui connaissent. Ah, Lolita, Viens voir papa, viens voir papa, ah, viens voir tata, comme tout daddy, comme tout daddy. Come to daddy. Et dire que l'acteur va être tellement marqué par cette phrase qu'il va devoir la ressortir dans Transformers 3. Come to daddy. On a déjà causé de l'aspect incestueux du film entre le père et la fille. Je vous rassure, c'est léger, c'est subtil dans le film. En revanche, la recherche éperdue du plaisir, la possession et le SM trash. Alors là, on est en plein dedans. Il y a aussi l'idée du consentement, le respect de dire non et une critique de l'abandon complet de soi pour l'autre. Mais de nouveau, ça c'est subtil. La relation principale du film est très sensuelle, belle, malsaine, malaisante, plutôt bien fait. Montrer la passion et l'amour au cinéma, c'est délicat. Si jamais on en fait trop, eh ben on risque de en choquer certaines. Et si on n'en fait pas assez, on risque d'en ennuyer certains. Tout dépend de l'effet voulu. Là, ils nous en montrent assez pour qu'on comprenne l'aspect charnel, sensuel et possessif de la relation. Dès le départ, elle s'abandonne complètement à lui alors qu'il a rien demandé. Elle lui dit direct qu'elle ferait absolument n'importe quoi pour lui. De nouveau, il a rien demandé. L'histoire, c'est avant tout une ménagère qui se lasse de son mari pour se taper son beau-frère. Oh bah si, quand même un peu. Oh bah, ça prend quand même pas mal de place, admets. Dans le livre, on explique mieux pourquoi on ressent une frustration de découvrir que les enfers, c'est juste de l'horreur, des sévices et de la douleur, alors qu'on espérait une espèce d'orgie sans fin. Je sais que ce que je raconte est un petit peu flou, mais je peux pas trop vous en dire. Il y a plusieurs relations dans le film. La principale est extrêmement malsaine, mais les autres, elles sont plutôt mignonnes. C'est là où je peux faire une petite critique. Le mariage dit traditionnel, qui est censé ennuyer à mort le personnage principal féminin, eh bien, je le trouve pas assez terrifiant. Enfin, chiant. C'est son mari, bah, il aurait dû être un tout petit peu plus beauf, un tout petit peu plus con. Dans le livre, tout ce que fait son mari la dégoûte. Elle le dit. Elle le trouve pleutre, banal, sans aucune passion. Son seul avantage, c'est qu'il ressemble à son frère. Le frère qui est une sorte d'animal, une bête, qui prend sans demander. Clive Barker a pas mal fréquenté les clubs fripons, de cuir et de chêne. Il a donc une certaine expertise de la question. On sent que même si c'est des êtres horrifiques, il y a une certaine dignité et élégance chez les Cénobites. Mais le Clive, il n'est pas un professionnel du fouet. N'empêche qu'il va amener beaucoup de gens à s'intéresser à cet univers où la douleur devient plaisir. J'avoue que moi, j'y comprends rien. Oui, bah je sais, l'équipe technique, c'est plus ton truc. En amateur, oui, je me doute. Moi, en ce moment, c'est plus verveine, petit sablé, avec les pieds dans des pantoufles bien confortables. L'un n'empêche pas l'autre.
Disons que l'aspect visuel, je peux parfaitement saisir que ça en je partage pas, mais je peux comprendre que ça en émoustille certains et certaines. Très très bien, je comprends. Par contre, le côté avec les harnais, pendus au plafond, là, comme un gigot. Ah mais en fait c'est ça le problème. Mais oui, ça me rappelle trop la boucherie. Si, c'est un peu l'impression de... c'est le travail. Si, ah bah il y a quand même pas mal de... Maintenant que j'y pense... Même le tablier, là, en cuir, c'est exactement pareil. Bon, c'est vrai que je ne m'amuse pas à reconstituer des visages... Quoique, ça m'arrive aussi de faire des petits plateaux avec des morceaux de charcuterie. En fait, je suis Pinède. Voilà. C'est juste que moi, non, c'est un travail. Numéro 2. Choisir le bon titre. D'abord, le film devait s'appeler comme le grand encours dont il est issu, The Hellbound Heart. Puis c'est devenu Les Sadomaso d'Outre-Tombe. Titre rejeté parce qu'il était trop sexuel. Ah bon? Oh non, si peur. Après, ils ont ouvert le champ des propositions aux membres de l'équipe. Et il y a une femme de 60 d'années qui est venue avec cette idée. Que ferait une femme pour une bonne baie? Que ferait une femme pour une bonne accolade? Et là, je te demande, IMDb, est-ce que tu n'inventerais pas des anecdotes des fois? Parce que là, j'y crois pas. Le pacte, en français. Bon, admettons. Moi, je suis pas tellement pour qu'on change les titres. Ça vaut pas la peine. Vraiment pas. Et puis maintenant, on a des problèmes avec les titres à rallonge. Et surtout avec Hellraiser, on est obligé d'avoir la liste à côté pour connaître les numéros d'ordre de visionnage. Arrêtez ça! Voilà, c'est tout. Retour à la normale. Est-ce que ça a bien vieilli? En dehors de quelques effets spéciaux. C'est fou comme ce film passe bien aujourd'hui. Je n'ai pas vu de trucs trop clichés qui marquent vraiment son époque. Bon, il y a les tenues, bien sûr. Mais même ça, moi je trouve que ça va. J'adore comme Julia, elle se maquille de plus en plus au fur et à mesure qu'elle devient maléfique. Je n'aime pas l'idée que l'on devient moche en devenant méchant. Façon Star Wars. Je n'aime pas ça. Non, devenons plus apprêtés, raffinés. Succès ou flop? Le budget est d'environ 1 million. Alors pour vous situer à quel point 1 million c'est pas grand chose, même pour l'époque, il y a une scène qui se déroule dans un restaurant. Un vrai restaurant. Eh ben ils ont pu filmer que pendant 2 heures. Si, c'est tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Le box-office est de plus de 14,5 millions. Eh ben c'est pas mal. Pour un petit film d'horreur anglais en plus, c'est vraiment du bon. Le seul petit truc, c'est que j'ai vu des informations contradictoires là-dessus. Il y a certains chiffres qui annoncent plus, mais au minimum c'est ça, ce qui est très bon. La suite 9 suites, plus ou moins connectées, et un remake qui mériterait, selon moi, une boucherie complète. Seuls les 4 premiers sont sortis au cinéma. Les autres, direct to vidéo. Le remake a eu une sortie très limitée en salle, mais il n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour le streaming et il a très bien marché à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est plus un reboot. C'est très différent de l'original et c'est très bien. Clive Barker était très impliqué dans le premier. Il l'a écrit, il l'a réfléchi, il l'a réalisé. Pour le deuxième, il n'a fait que l'écrire. Pour le troisième, on lui a juste de demander son avis vers la fin, je crois. Et le quatrième, oh là 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 là, le quatrième. Un massacre. Ils ont tout refait, tout reconfiguré, le machin, et c'est une horreur, mais ça mériterait d'en parler une autre fois. Ensuite, plus de Clive Barker impliqué de près ou de loin, à part une célèbre citation de sa part pour Hellraiser, le 9e, Révélation, je crois. Hellraiser Révélation sous-entendait que Clive Barker aurait été quelque peu impliqué, et Clive Barker aurait dit, je cite, « Je n'ai rien à voir avec ce putain de truc. S'ils prétendent que Clive Barker est impliqué, c'est un mensonge. Ça ne vient même pas de mon trou du cul. » Moi, je veux ça sur la tagline de l'affiche. Je veux ça, hein.
Ensuite, pour le remake, il est un des producteurs. A été inspiré par... On sent que c'est un produit de son temps et que le Clive Barker, il est inspiré par les grands maîtres de l'horreur. Il est fan de Dario Argento. Eh ben ça se voit, en particulier dans cette scène. Oh, l'actrice y est sublime. Je vois beaucoup de liens avec la franchise Evil Dead. Vous savez, le petit film d'horreur qui devient grand, avec un pote qui est l'acteur, qui va devenir une grande icône par la suite, plein de suites. Il y a des liens. Il paraît qu'il y a eu dans l'idée de mélanger Pinhead, Jason et Freddy. New Line à cette époque-là avait acheté les droits de Jason, et ils avaient déjà les droits de Freddy. Mais ils ne possédaient pas les droits de Pinhead. Rien du tout. Moi, je pense que c'est juste un fantasme des fans. Si, parce qu'on peut voir Jason Goes to Hell, c'est ça, qu'il est embrigué, c'était en 93. Je dis peut-être des bêtises, mais on le voit à la fin aspiré par le gant de Freddy. N'empêche qu'il faudra attendre 10 ans pour réellement voir enfin le film Jason contre Freddy. 2003. Alors, il y a une série de comics qui ajoute Evil Dead, qui lui était prévu de faire un film avec Evil Dead, Jason et Freddy. Mais pourquoi pas par la suite Pinhead? C'est possible. Mais c'était pas prévu, je ne crois pas. Les versions censure. Bon, ils ont dû faire passer le film de X à R, c'est-à-dire de le faire pas interdit aux moins de 18 ans révolu. Donc il y a eu pas mal de coupes. Alors pas grand-chose selon moi, n'empêche que ça a beaucoup frustré Clive Barker. C'est très procédurier et tout ça. C'est-à-dire qu'on peut taper sur la tête de quelqu'un avec un marteau 2 fois, mais pas 3, sinon c'est de la cruauté. On peut montrer des fesses 2 fois, mais pas 3, sinon c'est obscène. On peut supplier pour sa vie, mais pas trop, parce que sinon c'est du sadisme. Les indications, c'est du délire. Par exemple, on peut pas montrer le visage presque de jouissance d'une femme qui tue. Non, c'est dégoûtant, c'est ridicule. Pour la censure anglaise, ils ont même dû aller montrer les faux rats. Pour montrer que c'était justement des faux rats. Sinon, c'est de la cruauté envers les animaux. Et à ton avis, toute la tripaille et toutes les boyaux qu'on voit, c'est fait avec quoi ? C'est quand même incroyable que des petits bureaux de 10 personnes décident de ce que peut voir ou pas des millions de personnes. Ce n'est pas logique que leurs limites et leurs valeurs soient imposées à un projet artistique. Mais vous me direz, 18 ans alors? Non, à l'époque c'était pas possible, il y avait pas assez de cinéma qui le proposait, voire quasiment pas. C'était signé la mort d'un film d'avoir du X. Et c'est pour ça qu'ils étaient tellement procéduriers à l'époque. Ça s'est un peu amélioré, paraît-il. Mais c'est pour ça, parce qu'ils savaient très bien qu'on pouvait pas s'en passer, donc ils ennuyaient. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils aiment pas la violence, ils aiment pas le sexe, soi-disant. À voir. Tout ça pourquoi? Pour protéger des gens de 16 à 18 ans? Bah oui, c'est interdit au moins de 16 ans. C'est ridicule. Soyons francs, ils détestent la violence et le sexe, surtout quand c'est mélangé, et encore plus quand c'est un film d'horreur. Ils ont en horreur les films d'horreur. À qui conseiller le film? Est-ce que ça fait peur? Je pense que vous l'aurez compris, que c'est un film violent, sexuel, qui traite de sujets assez sombres, même si c'est pas toujours frontal. N'empêche, il y a du gore. C'est assez lourd tout ça. Et il sait mettre mal à l'aise à pas mal de personnes. Alors oui, c'est un film d'horreur pur. Moi, il ne me fait pas peur. C'est trop fantastique pour moi, vous savez, la suspension de crédulité, machin truc, ça prend pas sur moi. N'empêche, il y a quand même certaines scènes qui ont été très tendues. Surtout le rat, là. Il y en a d'autres aussi. J'ai quand même fait de temps en temps cette tête en regardant le film, Quand même. C'est très beau, et c'est très bien fait, et c'est très intense. Note de Ginette la Bouchère. Alors, hachoir de dinette pour la deuxième victime, en caleçon à rayures.
rien à grailler. Hachoir basique, moyen. La créature infernale, l'ingénieur qui vous course dans un couloir. Basique. Efficace. Hachoir kitsch, pour la même créature, mais en HD, avec technicien et roulette apparente. Nanar. Ou alors, le suprême, le deal avec Pinhead, qui vous sermonne à sa façon. La hache. Eh bien, ça va être le marteau. Si. Bah oui, je triche, mais j'ai le droit. Ce film est tellement à part, à tellement de niveaux, que je pense qu'il mérite sa propre note. Oui, comme Vendredi 13. Même chose. C'est une histoire d'amour tordu, un conte de fées malsain et un body horror très efficace. Il a la classe, ce film. Il est pervers, mais dans le bon sens du terme. Bon, attention, il est pas parfait. Je trouve par exemple que le petit ami de Kirsty ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Oui, les effets sont bofs, et on sent quand même que le film aurait mérité d'être plus violent, aller plus loin. Mais rien que pour cette très longue scène qui va du flashback avec la blessure, la scène friponne, le sang qui coule sur le parquet et la résurrection, tout ça avec cette musique. Oh là là, c'est du bon, c'est de l'ultra bon. Ce film est angoissant, flippant, crade et mature. Que dit bon, hein. Pour le coup, je reste avec lui jusqu'à la fin de la vidéo. C'est foutrement efficace. Je comprends pourquoi dans le film t'es écrit très sympa. Oh, faudra que j'y pense. Dans un shopping, il existe tellement d'éditions différentes, de coffrets, c'est impressionnant. Alors moi, j'ai d'abord acheté ce DVD dans ce coffret-là. Hein, il y a les 4 premiers. C'était 25 €. Alors oui, j'ai mis un petit peu beaucoup plus que d'habitude parce qu'au départ, je voulais acheter que cela. Et après, je me suis mis en tête de tous les acheter. Je vous rassure, j'ai pas dépensé plus de 4-5 € par pièce. Peut-être 6 ou 7 €. Max. Voilà la bête. Oh, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup qui sont encore emballés. Oh, même le remake. C'est impressionnant. Bon, par contre, ce qui est rigolo, c'est que les Blu-rays étaient moins chers que les DVD. Ça, c'est pas bon signe. Alors, ma version, elle est propre. Enfin, c'est dommage que j'ai pas l'affiche originale. Oh, c'est pas mal, hein. N'empêche, je pense pas que ce soit restauré. Et ça va très bien. Alors, dans ma version, il y a quelques bonus sympathiques, le making of, des petits trucs, des featuring, des trucs. C'est sympa. Et surtout le commentaire audio de Clabac. Ça, c'était vraiment top. Je peux pas vous dire sur les 3 autres films du coffret, je ne les ai pas encore vus. Mais je dirais c'est pas la peine de mettre une fortune là-dedans. Maintenant, à y penser, je pense que j'aurais quand même trouvé le numéro 1 avec le commentaire, pas trop cher, et éviter des dépenser matérielles. Et réfléchissez bien, je ne pense pas que ça existe des coffrets avec tous les films en version européenne. Mais peut-être. Mais réfléchissez bien au montant. Vérifiez bien vos calculs, si acheter séparément, ça vous reviendrait pas à moins. Il existe une version du film en 4K. Une merveille avec l'emballage, avec les écorchés, la poudre. Elle est sublime cette version. Mais ça me servirait un petit peu à rien parce que j'ai ni le lecteur, ni la télévision qui fait du 4K. C'est dommage, c'est triste. Pourtant, je suis dans la critique de film. Je mériterais de payer Patreon. Pognon. Oh. Je plaisante, ça me va très bien, cette version. En revanche, niveau merchandising, c'est aussi un petit peu de la folie. Surtout au niveau des figurines de Pinhead. NECA ou autres, les grands trucs. C'est impressionnant. Il existe aussi pas mal de trucs de cette boîte. Voilà. Alors ça, j'ai dépensé ça 7 €. Même pas. Mais je crois qu'elle s'ouvre. Je crois. Alors j'espère que si on la ferme mal, les démons, parce que j'ai pas réussi à bien la remettre. Vous voyez, c'est pas juste. On va dire que c'est dans la configuration. Ginette, elle est nulle en puzzle. Voilà, c'est tout.
Merci de vous être arrêté à la boucherie du culte. J'espère vous avoir conseillé au mieux dans la viande, vicieuse, cloutée. Bon, c'est la tradition. Merci la petite voix. Merci l'équipe technique. Alors, elle en a pensé quoi, l'équipe technique, hein? 5 hours later. Oh, c'est un de tes films préférés! Ah, bah dis donc! Mais je suis un peu surprise parce que c'est artistique quand même, c'est un petit peu lent, enfin c'est très beau, mais c'est... Ah oui, c'est très très bien fait, bien amené, les tenues sont merveilleuses, l'histoire est exquise, Épinette est iconique, mais tout à fait, et les deux actrices sont trop bonnes. J'espère que tu parles de la qualité de leur jeu. Ouais, Bellitrova. Non, c'est une vieille expression, c'est vieilli, de nouveau comme moi. Et la petite voix, elle en a pensé quoi, la petite voix? Hellraiser est une œuvre incontournable pour les amateurs d'horreur qui recherchent une expérience sombre et viscérale. Clive Barker, à la fois réalisateur et auteur du récit original, nous plonge dans un univers unique où le surnaturel flirte avec le grotesque et le terrifiant. L'histoire mystérieuse explore de thèmes puissants comme le désir, la souffrance et les limites de la moralité humaine. Cependant, il est important de noter que Hellraiser n'est pas pour les âmes sensibles. Le film contient des scènes de violence graphique et des images troublantes qui peuvent choquer. Son esthétique audacieuse et ses effets spéciaux parfois extrêmes servent à intensifier l'impact émotionnel. Mais ils peuvent être éprouvants pour certains spectateurs. Si vous êtes prêt à affronter cet univers infernal, Hellraiser offre une expérience inoubliable, riche en horreur et en réflexion. Mais soyez prévenus, ce voyage dans les ténèbres n'est pas à prendre à la légère. C'est marrant, elle veut nous prévenir, mais ça fait complètement l'effet inverse sur moi, j'ai envie de revoir le film. Si, et pourtant je l'ai vu 3 fois. C'est marrant. Abonnez-vous s'il vous plaît, et n'hésitez pas à dire si vous avez vu et apprécié ce film, ses suites ou le remake. Pour soutenir la chaîne qui en a toujours grandement besoin, vous pouvez faire un don directement dans YouTube ou alors sur Patreon. Vous pouvez offrir un café, un DVD et même devenir le patron ou la patronne le temps d'une émission. Il y a aussi des photos dédicacées. À bientôt, j'espère. Elle a tout dit. Allez, bye. À bientôt avec un film spécial. Allez, bye. Oh, enfin fini. On pourra poser ça. Est-ce que tu dis la blagounette? Quoi? Ah, je fais une blague à la fin? Mais c'est pas obligatoire. Puis alors, pour honorer le film, pas l'humour à la fin. Non, oh, d'accord. Une petite blagounette ou deux, pour faire plaisir. Que disent les cénobites quand ils découvrent une nouvelle boîte? Oh, super! Enfin un casse-tête qui va nous clouer sur place! Pourquoi les cénobites adorent les mariages? Parce qu'ils adorent serrer des liens! Pourquoi est-ce que la boîte de Le Marchand est introuvable sur Amazon? Parce qu'aucun client, après l'avoir ouverte, n'a pu laisser de commentaires. Oh, elle est bonne celle-ci. Oh non. Bon bah alors je chante. Ça au moins, ça plaît toujours. I'm on the highway to hell. Highway to hell. Don't stop me. Oh, ces larmes, quel gâchis, quel dommage de perdre une once de souffrance.